Bonsoir à tous. Deux invités pour cette émission de Repères. Jordan Bardella, bienvenue, président du Rassemblement national. Vous venez de vivre une semaine noire avec une avalanche de déboires et de mauvaises perspectives. Ce soir, Repères, autant vous le dire tout de suite, attendez-vous des réponses avec un parfum de vérité. Avec grand plaisir. Bienvenue Laurence de Villers. Bonsoir Jean-Pierre. Merci. Aujourd'hui, vous lancez ici même, un manifeste de 12 questions adressées d'abord à chaque candidat à l'Élysée sur le déploiement du numérique et de l'intelligence artificielle. Ces technologies s'imposent aujourd'hui en accéléré dans tous les domaines de la société. On va le voir avec vous, avec les risques qu'elles créent et aussi les chances qu'elles offrent. D'abord, Jordan Bardella, comment allez-vous? Est-ce que vous arrivez à garder le moral? Bien sûr que je garde le moral et je suis d'autant plus déterminé qu'on est à quelques semaines de l'élection présidentielle et que tous les indicateurs me semblent aujourd'hui au vert pour préparer l'accession de Marine Le Pen à la présidence de la République. Et donc les critiques, les semaines difficiles, ça glisse? Ou au contraire, vous réfléchissez à ce qui vient de vous arriver? Vous savez, la politique, et je pense que vous le savez peut-être mieux que moi, est un parcours initiatique, c'est un long parcours. Qui est souvent semé d'embûches, parfois fait de réussites, de succès électoraux, et puis parfois fait de défaites, de trahisons. Et c'est vrai qu'en 49 ans, le Front National, qui est devenu le Rassemblement National, a connu à peu près tout cela. Mais je crois qu'aujourd'hui, on dégage une forme de solidité dans la candidature de Marine Le Pen, à la fois sur le fond, mais aussi sur la forme, parce que les Français voient bien qu'elle est aujourd'hui la seule qui a un projet alternatif à porter à Emmanuel Macron et qui peut qui a le caractère surtout. D'accord, mais vous ne pourriez pas dire le contraire. On va voir qu'il y en a qui disent le contraire de ce que vous dites. Mais d'abord, est-ce que la candidate Marine Le Pen a déjà ses parrainages? Elle ne les a pas encore. Vous savez que c'est extrêmement difficile pour tous les candidats d'ailleurs, parce que... Elle en est à combien? On doit être aux alentours des 400, il faut 500 parrainages. Promesses, 500, parce qu'on est encore à l'étape des promesses. C'est entre février et mars que le Conseil constitutionnel ouvrira son recueil de dépôt de parrainage. Mais il y a des difficultés aujourd'hui pour tous les candidats parce que, alors que le vote est normalement secret, les parrainages sont rendus publics. On le sait, il n'y aura pas de modification qui a été faite. Je ne sais pas si les Français le savent bien, c'est qu'aujourd'hui, les maires qui parrainent un candidat, le nom est rendu public. Ça, depuis qu'on le répète, ils le savent. Et nous sommes favorables pour vous répondre à la fin de l'anonymisation des parrainages. Mais la plupart des gens préfèrent qu'il y ait de la transparence plutôt que le secret. Je ne crois pas sur ces questions-là, je ne crois pas, parce que vous avez des candidats aussi importants que Jean-Luc Mélenchon, après les élections, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, qui n'arrivent pas à avoir les parrainages. Et même Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, ça pose un problème de démocratie. C'est pas normal, si vous voulez, que des partis politiques qui représentent plus grand-chose aujourd'hui, comme les Républicains ou le Parti Socialiste, puissent détenir les clés de la porte d'entrée à l'élection présidentielle. On va essayer de ne pas répéter tout ce qu'on dit les uns et les autres sur tous les plateaux. On va essayer d'avancer sur différents sujets. Et on a parlé des parrainages. Simplement, est-ce que c'est plus difficile pour vous depuis que Éric Zemmour est en compétition? Non, ça n'a aucun rapport. Les maires nous disent aujourd'hui, on a des craintes parce que nous avons des pressions de la part des intercommunalités, de la part des départements, de la part des régions. Et c'est vrai que donner un parrainage à un candidat qui n'est pas de la couleur politique de la collectivité, ça pose problème. Mais est-ce que ça veut dire que vous sentez encore le souffle? Vous tous, vous, rassemblement. C'est-à-dire que des gens n'osent pas donner leur nom parce que vous êtes le Rassemblement national? Non, puisque tous les candidats sont concernés. À part les LR et le Parti Socialiste qui détiennent les mairies. Peut-être. Non, pas du tout, puisque je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon soit de notre chapelle. Or, il a toutes les difficultés du monde aujourd'hui à avoir ses parrainages. Donc, nous les aurons, mais nous avons encore besoin, effectivement, de convaincre des maires de la nécessité démocratique de pouvoir nous présenter à l'élection présidentielle. Ce soir. Est-ce que cette fois, les banques françaises vous prêtent ce dont vous avez besoin? Nous avons toujours cette même difficulté-là. Je vous rappelle qu'en 2017, souvenez-vous, Marine Le Pen était la seule candidate à ne pas avoir trouvé de prêt bancaire. Or, aujourd'hui, les banques refusent de jouer le jeu de la démocratie. Écoutez, les banques françaises? Toutes les banques françaises. Sans exception. Mais je lance ce soir un appel. Si les banques françaises souhaitent prêter au Rassemblement national et faire le jeu de la démocratie, elles sont les bienvenues, sachant qu'il n'y a pas de risque. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que, comme d'habitude, vous allez chercher à l'international, j'ose pas dire chez M. Poutine, mais ailleurs, un peu de moyens d'être dans le débat démocratique? Monsieur El Kabbach, en 2017, lorsqu'il a été élu, c'est sous l'influence de François Bayrou, Emmanuel Macron avait promis la banque de la démocratie, c'est-à-dire un système de transparence pour permettre à tous les candidats de pouvoir se présenter sans cette entrave financière à l'élection présidentielle dans un souci de transparence. Donc aujourd'hui, nous recueillons évidemment des dons et des prêts de la part de particuliers, mais c'est vrai que nous n'avons pas les moyens de la République en marche. Avec combien
Bon, écoutez, on a un budget de campagne, on aura un budget de campagne au final qui est entre les 9-10 millions d'euros. Mais évidemment, quand vous n'avez pas de prêt bancaire pour pouvoir fonctionner, ça pose des problèmes. Donc c'est une campagne qui se fait à l'économie. Mais ça pose, encore une fois, que ce soit les parrainages ou la question du financement, là encore, on a le sentiment que le système est complètement bloqué et que si vous n'êtes pas du sérail et que vous n'êtes pas du système comme nous le sommes nous, eh bien, vous ne jouez pas dans la même cour que tous les autres. On vous reproche d'attaquer trop le système pour après en profiter, parce que vous êtes déjà des élus. Si en plus vous voulez l'argent du système... Mais c'est sûr bien, que nos amis ne sont pas chez Rothschild ou chez JP Morgan. Vous avez parfaitement raison. Alors Gilbert Collard, qui est juste ici, le chantre dévoué de Marine Le Pen, s'est rallié à Éric Zemmour, qui en a fait à Cannes son président d'honneur, après un discours, moi j'ai jugé lourdingue, pas au niveau. Mais pour vous, c'est une perte ? Non, ce n'est pas une perte. Vous avez des gens qui partent parce qu'ils n'obtiennent pas, et c'est l'avis de toute organisation humaine, les responsabilités qu'ils soient dans un parti politique. Et puis vous avez des gens qui sont, comme c'est le cas pour Gilbert Collard ou pour notre député européen qui est parti, qui sont fascinés par la polémique, par le buzz, par la brutalité en politique. Or, je pense que la stratégie qu'a choisi Éric Zemmour, qui est de créer le buzz, la polémique, et de faire preuve d'une forme de brutalité dans sa manière de dresser des constats ou d'apporter des solutions, non, je ne crois pas qu'il ait évolué. Je pense que c'est une voie de garage, c'est une voie sans issue qui ne permet pas de gagner l'élection présidentielle. Et je vous dis ça avec d'autant plus de certitude que ce que fait Éric Zemmour, le Front National l'a fait il y a 30 ans. Et que manifester une forme... Vous voulez dire que ça ne conduit pas au pouvoir ? Je dis que, on le voit dans les sondages d'ailleurs, Éric Zemmour, il tombe aujourd'hui aux alentours des 12%, parce qu'on voit bien, et les Français se rendent compte, qu'on peut partager les constats, mais que cette brutalité ne mène qu'à la marginalité en politique. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur ce matin, M. Darmanin, il dit quoi ? C'est très intéressant ce qu'il dit. M. Darmanin dit... Marine Le Pen, elle est aujourd'hui de tous les candidats à l'élection présidentielle la plus dangereuse. Parce que contrairement à Zemmour, Marine Le Pen, elle peut se qualifier au second tour de l'élection présidentielle et elle peut battre Emmanuel Macron. Donc elle est la plus dangereuse pour eux et pour la Macronie. Elle dit au journal du dimanche, Marine Le Pen est la personne la plus dangereuse pour le pays. Si jamais, il faut finir la phrase, si jamais elle arrive aux responsabilités, ce sera la discorde nationale et la guerre civile en France. Non, mais je pense que c'est Emmanuel Macron qui pousse à la discorde nationale depuis qu'il a été élu. C'est lui qui a divisé les Français. En réalité, moi je vais peut-être amender la phrase de Gérald Darmanin. Il dit Marine Le Pen est la plus dangereuse, en fait, pour eux, pour la Macronie, parce qu'elle est aujourd'hui en capacité de battre Emmanuel Macron. Toutes les intentions de vote de second tour la mettent à quasi-égalité avec les marges d'erreur avec Emmanuel Macron. Donc moi je dis que toutes les voix patriotes doivent aller à Marine Le Pen dès le premier tour. Et que voter Éric Zemmour pour qu'on fasse perdre 10% à Marine Le Pen, ça n'a aucun intérêt et ça renforcera Emmanuel Macron. Donc je pense que nos idées doivent aujourd'hui arriver au pouvoir. Essayez de m'expliquer, Jordan Bardella, quelque chose que je ne comprends pas. Marine Le Pen a 5 points d'avance devant Éric Zemmour. Pourquoi les gens font le voyage chez Éric Zemmour et pas le contraire ? Parce que... Pourquoi ? Il y a quelque chose qui cloche. D'abord, vous savez, une campagne présidentielle, c'est très très long. Vous vous souvenez qu'Éric Zemmour, au mois de septembre, quand il a annoncé sa candidature, il y a eu un effet boost dans les sondages parce que dans les salles de rédaction parisiennes, il fallait qu'on raconte aussi, fallait qu'on fasse de la mousse sur cette élection présidentielle. Il est monté à 17-18 et puis il tombe depuis. Parce que les Français voient bien que la brutalité qu'il exprime, cette fascination pour le buzz, la polémique, ça ne fait pas un projet politique. Et que les gens qui sont partis, je vais vous dire, les gens qui sont partis du Rassemblement national sont des gens qui, depuis le mois de septembre, reproche à Marine Le Pen de parler d'immigration, mais aussi d'autres choses, de parler du pouvoir d'achat, de parler de la santé. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez dit trahison. Ça veut dire que vous estimez que ce sont des traîtres. Écoutez, quand on part sans prévenir... Marine Le Pen dit trahison, ça veut dire... oui, attendez, monsieur le Cabage, quand vous partez... Vous pouvez partir, vous pouvez être en désaccord avec quelqu'un sur le plan politique, dans toute organisation humaine, le dire à la personne et vous en allez. Or, ces gens-là sont partis par l'escalier de secours. Ils sont partis sans prévenir personne. Ils auraient pu passer un coup de téléphone. Donc, c'est pas extrêmement loyal. Mais vous ne pensez pas qu'il va y en avoir d'autres qui partiront ? Parce que là, il est même en train de draguer. Et il peut avoir peut-être quelques satisfactions, même chez les Républicains. Écoutez, nous avons des centaines d'élus, monsieur le Cabage. Nous avons 50 000 adhérents. Nous avons des centaines d'élus sur tout le terrain, sur tout le territoire, qui tous les jours se battent pour défendre nos idées. Donc que 2 ou 3 personnes partent parce qu'ils n'obtiennent pas les responsabilités qu'ils souhaitent au RN, c'est la vie politique, c'est la vie est comme cela. Mais ne sortez pas cet argument qui
qui ne marche pas, ils fichaient rien. Mais je ne vous ai pas dit ça, monsieur Elkabbach. D'abord, j'utilise les arguments que je souhaite. Ils ne pèsent rien. Non, mais d'abord, j'utilise les arguments que je souhaite. Si vous souhaitez que je vienne ici avec les réponses que vous souhaitez que je fasse, alors là, il faut me donner la fiche avant d'entrer sur le plateau. Que vous voulez que je vous pose. Donc, non, mais moi, je réponds à toutes vos questions sans aucun problème. Donc, il y a des gens qui partent parce qu'ils n'obtiennent pas les responsabilités qu'ils souhaitent au sein du RN. Et puis, il y a des gens qui sont fascinés par cette marginalité, qui ne veulent pas du pouvoir, tout simplement. Or, nous voulons du pouvoir. C'est la différence avec Éric Zemmour, qui ne peut ni arriver au second tour, ni remporter l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron. On a trop perdu de temps, monsieur Elkabbach. Et je pense vraiment que l'enjeu de cette élection présidentielle, c'est de sauver la France. Donc, il faut voter pour les gens qui souhaitent sauver la France, qui sont en capacité de gagner et en capacité d'appliquer leurs idées et leurs programmes. Vous imaginez combien vous seriez fort si vous additionnez les forces. Éric Zemmour, vous avez parfaitement raison. Hier à Cannes, a lancé l'idée de l'union des gauches. On l'écoute. Des droites. Des droites. De l'union des droites. Les gauches, c'est impossible, ils sont 7 ou 8 candidats. L'union des droites. L'union des droites, c'est une immense aventure collective qui commence. C'est la plus grande promesse de recomposition politique des 40 dernières années. C'est la réconciliation des droites majoritaires et enfin unies pour battre non seulement Emmanuel Macron, mais également la pensée unique, le politiquement correct, l'eau tiède et le magistère moral de la gauche. Est-ce que vous êtes tenté par son appel de Cannes ? Non, parce que nous faisons l'union des Français. Bien au-delà de, si vous voulez, l'union des droites. Donc les droites ne représentent pas les Français. Non, mais si vous voulez, on est bien au-delà de tout ça. Je veux dire, la droite, ça parle. L'union des droites, c'est se regarder le nombril, c'est parler à ses militants. Marine Le Pen, elle est au-dessus de tout ça, soit de faire l'union des Français, mais parce droites, que ce ne sont pas les électeurs. L'enjeu, peut-être le demandent. Mais moi, si vous voulez, je ne me sens pas de point commun avec Valérie Pécresse ou avec Xavier Bertrand. Je peux avoir des points communs sur le constat avec Éric Zemmour, bien sûr. J'ai des points communs sur le constat avec Nicolas Dupont-Aignan et sur les solutions, bien sûr. Mais je veux dire, on est au-delà de tout ça. Parce que l'enjeu de cette élection présidentielle, je le dis et je le redis, c'est de sauver la France. Et le clivage, aujourd'hui, il est entre ceux qui s'inquiètent de la disparition de la France, il y en a à droite, il y en a à gauche, et ceux qui, comme Emmanuel Macron, veulent vivre sur les ruines de la France et sur les ruines de notre pays, en continuant à transférer tous les pouvoirs de la France et du peuple français à des institutions qui ne représentent plus rien, comme l'Union européenne. Donc le clivage, la ligne de fracture, aujourd'hui, elle est là. Et des patriotes, il y en a partout. Je pense que l'Union des droites est beaucoup trop... Comment on peut imaginer avoir le monopole du salut de la France ? Pardon ? Vous dites, nous allons sauver la France, il y a ceux qui veulent la sauver et les autres. Oui, bien sûr. Oui. Comment on peut dire, nous allons la sauver et les autres, les ennemis, les adversaires, ils sont bons à rien. Parce qu'ils sont au pouvoir depuis 40 ans, monsieur Elkabbach, et qu'ils ont mis le pays, mon pays, dans un état lamentable. Qu'il y a aujourd'hui 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, des centaines de milliers de personnes qui rentrent aujourd'hui dans notre pays et qui remettent en cause la cohésion nationale. Et je pense que le souci des élites aujourd'hui est justement de n'avoir le souci que d'eux-mêmes et de ne plus avoir le souci de la France. Or, je pense qu'Emmanuel Macron, il n'a pas le souci de la France. Je pense qu'il a joué pendant 5 ans au casino avec l'argent des Français, avec l'industrie française. Et moi, je pense que sa réélection entraînerait la division du peuple français, comme il l'a fait depuis 5 ans. Vous savez, les Français, ils n'ont pas oublié les gilets jaunes. Ils n'ont pas oublié les petites phrases arrogantes du président de la République qui expliquait que les gares étaient le croisement de gens qui réussissaient et de gens qui n'étaient rien. D'un président qui, il y a quelques semaines, disait qu'il était désolé de ces phrases qui avaient pu blesser, mépriser, et qui recommence dans un entretien aux Parisiens en expliquant qu'il existe des non-citoyens, des irresponsables et qu'il souhaite emmerder une partie du peuple français. Un président ne devrait pas dire cela et je pense qu'Emmanuel Macron a gravement porté atteinte à l'unité du pays. Mais c'est ce que vous lui avez dit à Strasbourg. D'ailleurs, est-ce que vous êtes remis de ce moment-là ? C'est-à-dire vous étiez KO parce qu'il vous a dit directement. Non, mais vous êtes un bon avocat d'Emmanuel Macron. Non, mais pas du tout. Je pense que j'ai visé, vous savez quoi ? On n'est pas obligé de le défendre, mais vous pourtant vous faites ça très bien. Je pose des questions. Non, vous faites ça très bien. Je pense qu'il pourrait vous remercier, même intégrer cette émission dans son compte de campagne. Ces remerciements, ça m'est complètement égal. Ah bon, très bien. Mais je dis juste, non, mais il n'y a pas eu de chaos. D'ailleurs, écoutez ce qu'il vous avait dit. Vous savez, c'est qu'il était extrêmement blessé parce qu'on a visé juste. Oui, on va l'écouter. Fait au fond un texte assez franco-français de tous les reproches. Vous avez quand même, je dois le saluer, très méthodiquement dit n'importe quoi sur tous les textes européens que nous pouvions signer. Et je dois dire que l'esprit de méthode avec lequel vous l'avez fait mérite une forme de respect parce qu'il manifeste une vraie cohérence de votre discours.
Mais ça n'est pas en disant méthodiquement n'importe quoi, même si le n'importe quoi se tient, qu'on peut finir à la fin par dire des vérités. Là, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Le mépris, le cynisme et l'arrogance qui a très bien caractérisé Emmanuel Macron depuis 5 ans. Macron a fait du Macron. C'est-à-dire que je lui pose une question de fond, je l'interroge sur l'avenir démographique, sur cette question, cet enjeu civilisationnel qui est pour moi la question de l'immigration pour cette élection présidentielle. Il ne répond pas sur le fond. Il préfère faire du spectacle, répondre avec une forme de mépris. Et je pense qu'il répond de cette manière-là parce que j'ai visé juste. Vous voyez, et quand je lui dis qu'il aura été, en gros, pendant 5 ans, le président de la submersion migratoire, que par ses brimades, son cynisme et son arrogance, il a contribué... Le paillasson du sultan, Erdogan, c'est comme si moi je vous disais, Marine Le Pen est la proie des Russes ou de Poutine... Monsieur El-Kabbach, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Mais bien sûr, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. À Strasbourg, attentivement, ici. Monsieur El-Kabbach, j'ai déclaré que Monsieur Macron et l'ensemble de ses amis qui dirigent le pays et les institutions européennes depuis 30 ans ont fait de l'Union européenne la proie des Chinois, l'arrière-cour des Américains, le paillasson d'Erdogan et l'hôtel de l'Afrique. Pardon, mais quand je vois les chiffres de l'immigration qui sont sortis avant-hier matin dans le Figaro, oui, je crois que notre pays est devenu un hôtel pour l'Afrique et pour beaucoup de peuples qui viennent dans notre pays, qu'ils conçoivent comme un guichet social pour bénéficier d'un certain nombre de prestations. Et face à ça, Emmanuel Macron a accru cet effet-là. Le président de la République, il est là pour protéger les Français. Et je lui ai dressé un constat très simple. La population africaine, on le sait, va doubler d'ici 2050. La question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous allons accepter cette ruée vers l'Europe et les grands mouvements migratoires démographiques qui vont venir vers notre continent et qui n'en sont qu'au début du commencement. Il est là l'enjeu. Emmanuel Macron, il l'accepte. Moi, je ne l'accepte pas. Je pense qu'il faut préserver les nations d'Europe, qu'il faut préserver notre identité et nos modes de vie et qu'il faut arrêter de confier les clés de la Maison France à des technocrates non élus à Bruxelles qui ont transformé l'Union européenne en une hôtesse d'accueil pour migrants. Est-ce que je peux vous demander si vous êtes d'accord avec ce qu'il a défendu, en tout cas devant vous, l'État de droit? Il dit qu'il veut inscrire dans la Charte des droits fondamentaux l'environnement et l'avortement. Est-ce que là, vous êtes d'accord? Non, mais ça, ce sont des diversions. Je veux dire, non, mais ce sont des mesures qui sont intéressantes. La question de l'avortement. La possibilité pour le Parlement européen de la capacité. C'est ça le rôle de l'Union européenne législative. Mais est-ce que sur la capacité d'Emmanuel Macron de faire du vent et du Yaka Faucon à 3 mois des élections présidentielles, là effectivement il est très très fort et là effectivement il a mis KO tout le monde. S'agissant du droit à l'avortement, moi je ne suis pas du tout pour une remise en cause de la loi Veil, mais c'est de la prérogative des États. Ça appartient aux États. Et vous savez, le général de Gaulle disait l'Europe sera un accord entre États ou ne sera rien. Et je pense que l'Europe doit revenir à sa philosophie initiale qui était pensée par le général de Gaulle, c'est-à-dire un ensemble de nations avec sa culture, ses modes de vie, sa souveraineté, son pouvoir de décision, se mettre autour de la table. Mais monsieur El-Kabbach, si vous reprenez depuis 49 ans que nous existons, si vous reprenez depuis 49 ans la philosophie même de tous les partis politiques, tous les partis peuvent évoluer, mais nous avons toujours été attachés à l'identité du peuple français et à la défense de sa souveraineté. Or, aujourd'hui, l'Europe que nous souhaitons est une Europe qui n'a radicalement rien à voir avec celle d'Emmanuel Macron. Et je vous rappelle que lorsqu'on a demandé aux Français leur avis sur la Constitution européenne, ils l'ont rejeté en 2005. Les Français, ils veulent une Europe des nations, des coopérations entre États. Il y a de grands enjeux au XXIe siècle. L'environnement, la démographie, l'intelligence artificielle, et que l'Europe s'en occupe avant d'aller s'immiscer dans la vie intérieure des États. Marine Le Pen a dit que pour les jeunes Français qui veulent créer en France des entreprises, elle veut exonérer d'impôts sur leur revenu les jeunes jusqu'à 30 ans. Oui. C'est-à-dire que vous ne payerez pas. Vous avez 26 ans, 27 J'ai 26 ans. 26, 27. Mais il y aura, en tout cas pour les élus, il y aura évidemment quelques dérogations. Non, mais évidemment que pour les élus, c'est évidemment un régime à part. D'autant que nous sommes soumis en tant que parlementaires européens à un impôt communautaire. Mais si vous voulez, la philosophie de cette mesure, c'est de dire tout pour les jeunes. C'est déjà de s'indigner du fait qu'il y ait des dizaines de milliers de jeunes qui, une fois le diplôme obtenu à 25 ans, soient contraints de partir à l'étranger parce que la France ne leur offre pas le cadre économique, social pour vivre et travailler au pays. Donc, pourtant, les start-up se développent en France. Oui, mais comme jamais. Je veux dire, oui, d'accord, mais il y a 160 000 jeunes qui, l'an dernier, une fois leur diplôme obtenu, sont partis à l'étranger. Et moi, je ne me résous pas à cela. Que la France crée des entreprises, c'est très bien, mais il faut aller encore plus loin parce que la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir des générations qui viennent. Et donc, Marine Le Pen souhaite effectivement 2 choses. D'abord, qu'en dessous de 30 ans, les jeunes ne paient pas d'impôt sur le revenu. Et même deuxièmement, des sportifs multimillionnaires. Et deuxièmement, d'exonérer
Je vais vous répondre, on va en parler. Et deuxièmement, d'exonérer d'impôts sur les sociétés tout jeune de moins de 30 ans qui crée son entreprise en France. Parce que les talents français, on veut les fabriquer en France et les garder en France. Maintenant, il y aura... Vous savez qu'Emmanuel Macron a fait des cadeaux très importants aux très très riches. Il y a une étude de l'Institut des politiques publiques qui est sortie avant les fêtes de Noël et qui nous disait que les très riches, les 1% les plus riches avaient gagné du pouvoir d'achat, quand les 3% les plus pauvres avaient perdu du pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui a été le gain de pouvoir d'achat en 2021 75% des Français, d'après un sondage Odoxa, M. El-Kabash, disent avoir perdu du pouvoir d'achat en un an. Globalement, en moyenne nationale, c'était combien? En Angloyenne, rien. 2,8. Non, mais 2,8. Non, mais Monsieur El-Kabash, vous pouvez pas. Vous pouvez pas éviter de dire mon nom sans arrêt, ça me. Hein, vous m'appelez chaque fois. Bon, mon nom. Oui. Si vous voulez, je peux vous appeler Monsieur. Non, rien ou Jean-Pierre, voilà. Non, écoutez, je vous appelle Jean-Pierre, il n'y a aucun problème. Et moi Jordan. Très bien. 22%. 2,8. Depuis de 17 à. Oui, mais c'est pas 17 à 22, c'était 8%. Mais c'est pas le ressenti qu'ont les Français. C'est pas le ressenti qu'ont les Français. C'est le ressenti. Parce que qui a gagné? Il faut regarder le détail. Or, 22% des mesures redistributives sont allées aux 10% les plus riches. Je vous donne un exemple extrêmement concret. Le gaz. Il y a 9 millions de Français qui se chauffent au gaz. La moyenne annuelle d'une facture de gaz pour les Français, c'était 850 €. Avec les 40% d'augmentation... 1284. Exactement. Avec les 40% d'augmentation, on est passé à 1284 €. Vous avez vu que Jean Castex a gelé jusqu'à la fin 2022. Oui, mais c'est pas avec un chèque énergie de 100 € qu'on va éponger tout cela. Et Marine Le Pen propose notamment de faire de tous les produits énergétiques, vous le savez, le gaz, l'électricité, le fioul, des produits de première nécessité, pour faire en sorte qu'on passe la TVA de 20% à 5,5. Je peux vous poser quelques questions précises. Justement, de 20% à 5,5. Vous savez combien ça coûte? Oui, ça coûte 12 milliards d'euros. 12 milliards. Plus les 8 milliards de suppression des taxes que vient de faire le gouvernement pour que le prix de l'électricité n'augmente cette année que de 4%, ça fait déjà 20 milliards. Et vous savez quelles conséquences ça aurait pour le prix par ménage de l'augmentation de l'électricité au lieu des 4%? Vous savez? Dites-moi. 7,6 pour les ménages et 8,3 pour les entreprises. C'est presque le double des 4%. Mais non, monsieur oui. Mais non, pardon Jean-Pierre, je ne vais pas vous appeler monsieur El-Kabash, parce que vous allez me reprendre. Puisque la baisse de la TVA, elle concerne tout. Elle ne concerne pas uniquement les tarifs de l'électricité. Le lissage dont vous parlez, c'est le prix de l'électricité. Sauf que nous... Vous voulez parler aussi des carburants? Ça passe des carburants, du fioul, du gaz, de l'électricité, de tout ce qui est indispensable pour nos concitoyens. Enfin, il y a un racket fiscal aujourd'hui qui est insupportable. C'est que quand les Français vont faire le plein de carburant, tout le monde le sait, on paie 60% de taxes. Donc on a un levier immédiat, direct, pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Et puis il y a un autre levier, c'est l'augmentation des salaires. C'est-à-dire que vous supprimez toutes les taxes liées au carburant? Non. On fait passer la TVA sur les produits énergétiques, on en fait ce qu'on appelle un produit de première nécessité, de 20% à 5,5. Ça représenterait combien? Ah oui, non, ça c'est l'électricité. Donc on est sur 12 milliards d'euros. Et vous voyez où on peut aller chercher sur les carburants, ça ferait combien si on supprimait ces taxes? C'est-à-dire que sur un plein de 40 litres, vous gagnez en moyenne 8 €. Et globalement, pour l'État, ou la somme globale de la suppression des taxes? 12 milliards. 17 milliards 5. Non, j'ai beaucoup travaillé. 17 milliards. Non, vous venez de me dire 12 milliards. Non, vous venez de me dire 12 milliards. 12 milliards pour l'électricité. Non, abaisser la TVA sur tous les produits de première nécessité, c'est 12 milliards d'euros. Et il y a des moyens d'aller financer ces 12 milliards d'euros. Vous savez que nous souhaitons... Pardon? L'impôt. Oui, mais il y a un levier qui est extrêmement simple. Vous savez que nous proposons notamment de réserver les aides sociales et les prestations sociales, donc les allocations familiales par exemple, aux Français. Cette restriction des aides sociales, qui est une simple formule de bon sens, parce que les Français doivent avoir la priorité chez eux, et c'est eux qui doivent bénéficier des fruits de la redistribution nationale, c'est 16 milliards d'euros. Donc vous voyez, on peut faire beaucoup d'économies. Il y a de l'argent dans les mauvaises dépenses de l'État à aller chercher. J'entendais l'autre jour, le magistrat Charles Prats évoquer la fraude sociale qui pourrait aller jusqu'à 50 milliards d'euros par an. On peut la combattre, on peut mettre en place par exemple la carte vitale biométrique, qui permettrait de limiter les fausses cartes vitales et de faire entrer de l'argent directement dans les caisses de l'État en s'attaquant à la fraude sociale. C'est peut-être un argument pour vous. Pendant toute la crise sanitaire, le gouvernement a accueilli des étudiants internationaux. Il a aussitôt accordé la gratuité du vaccin et la couverture de la sécurité sociale. Vous pensez qu'il faut d'abord donner la priorité aux Français? Il ne fallait pas le faire. Les étudiants qui vont venir, peut-être, aimer la France, se former en France. Les étudiants, à condition qu'ils repartent, contribuent à la grandeur même intellectuelle de notre pays. Donc, je n'ai pas de difficulté là-dessus. Mais je dis juste que quand vous avez des logements aujourd'hui étudiants
qui sont occupés par des étudiants étrangers et que les étudiants français n'arrivent plus à avoir de place dans les logements du Crous, ça me pose un problème. On sait que 31% des immigrés occupent aujourd'hui des HLM, occupent aujourd'hui des logements sociaux. C'est un chiffre qui a été donné par l'INSEE, qui a été fact-checké par vos confrères. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, le logement, les migrants, comme l'emploi, autant qu'on peut dehors. Quand ils sont étrangers, quand ils ont fait des délits, puis on essaie de fermer... nous sommes favorables à l'expulsion des délinquants et criminels étrangers parce que quand vous invitez quelqu'un à dîner chez vous, qu'il casse votre télé, qu'il vole votre téléphone portable et qu'il met tout par terre, vous le mettez dehors. Avec la Maison France, ça devrait être la même chose. Mais il faudrait que les pays d'origine acceptent, etc. Mais vous aurez probablement des mesures pour cela. Et en même temps... Bien sûr, les transferts de fonds, par exemple, les visas qu'on accorde. Gérald Darmanin dit dans le JDD, immigration zéro, c'est impossible. Pour différentes raisons. Oui, mais il y a une différence entre immigration zéro et immigration 450 000 personnes plus les 900 000 clandestins selon M. Stefanini qu'accorde le gouvernement. Le bilan de M. Darmanin en matière de sécurité d'immigration, il est pitoyable. Les chiffres de l'immigration sont sortis avant-hier, tout augmente. Les titres de séjour plus 22%, l'asile attribué plus 62%, l'acquisition de la nationalité plus 79%. Donc on continue de régulariser à tour de bras, on continue d'accueillir à tour de bras, et pendant ce temps-là, il y a des centaines de milliers de Français qui n'arrivent plus à se chauffer correctement. Moi, ça me pose vraiment problème. Vous savez, Jordan, je vous admire, parce que je me demande comment vous faites pour asséner sur tous les sujets des certitudes. Ce n'est pas des certitudes, mais c'est pas c'est pas des certitudes. Le fait que nous offrons aujourd'hui, par exemple, toute la palette de soins gratuite à des clandestins. C'est-à-dire, vous arrivez en France, vous bénéficiez de toute la palette de soins gratuite sans jamais avoir cotisé, pendant qu'il y a un retraité sur 3 qui renonce à se soigner parce que le reste à charge est trop important. Ça va être un mais thème ça de me la choque. campagne. Il y en a d'autres. Ça me choque. Et nous instaurons, notamment dès l'élection de Marine Le Pen, la priorité nationale, c'est-à-dire que dans l'emploi à compétences égales et dans le logement à situation égale, exactement, priorité aux Français. Très bien. Quelques mots de la situation actuelle internationale. Ce matin, l'ambassadeur de France, Gérard Araud, qui était ici, disait que la guerre est possible sur le continent européen. Est-ce que vous partagez cet avis ? Écoutez, je suis pas Madame Irma. Je ne demande pas Madame Irma, parce que le risque les Russes de tension... sont en train de monter leur puissance militaire. Ils font des manœuvres, vous le savez, à la frontière, parce qu'ils considèrent que l'Ukraine est leur zone géographique et leur zone d'influence. Est-ce que l'Ukraine... On répond très vite. Est-ce que l'Ukraine doit entrer dans l'OTAN ? Non, parce que je pense que ça envenimerait la situation. Moi, je suis pas naïf sur la situation à la frontière russe. Nous avons toujours préféré le dialogue et la diplomatie d'égal à égal avec la Russie plutôt que l'ostracisation ou une forme de blocage et de sanctions permanentes. Mais quand la Russie déploie des centaines de milliers de soldats à la frontière, c'est parce qu'il faut comprendre la complexité historique, c'est parce qu'elle ne souhaite pas voir les Américains sous pavillon de l'OTAN revenir à la frontière. En 1962, quand il y a eu la crise des missiles à Cuba, lorsque les Soviétiques déploient des missiles sur l'île qui est juste en face, l'île les États-Unis, les États-Unis s'inquiètent, et ils ont raison de s'inquiéter. Mais c'est vrai qu'il y a eu des provocations de part et d'autre, et Emmanuel Macron devrait appeler à la désescalade de la violence plutôt qu'à une forme de blocage permanent à l'égard de la Russie. En disant que sur la démocratie, le progrès et la paix, il fallait faire des efforts tous ensemble, l'Europe. Mais si les Russes entrent malgré tout en Ukraine, qu'est-ce que vous faites ? Mais l'Ukraine a droit à sa souveraineté. Non, mais qu'est-ce que vous faites ? Par exemple, rien, je suis pas... On entendait Valérie Pécresse dire « Moi, j'en appelle aux États-Unis et à l'Europe ». Vous, qu'est-ce que vous faites ? Qui vous appelez ? Mais le malheur, c'est que des responsables politiques français soient contraints de dire « on en appelle aux États-Unis ». Or, on voit bien dans cette affaire qu'aujourd'hui, les États-Unis traitent directement avec l'Ukraine et avec la Russie parce que nos dirigeants ont rendu la France petite. Or, la France, elle est grande. Et moi, je pense, comme le général de Gaulle, que la France n'est elle-même que quand elle est au premier rang de l'histoire parce qu'elle exprime sa puissance. Donc, la France doit retrouver son autonomie. Vous savez que nous, on est favorable à sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN que nous a fait réintégrer Nicolas Sarkozy, qui était, à mon avis, une erreur parce que ça nous place sous pavillon direct des États-Unis d'Amérique. Une question, ou deux ou trois questions très rapides. Les femmes afghanes souffrent en ce moment de la terreur et de la charia, qui est en train de s'imposer, la charia talibane. Est-ce qu'il faudrait accueillir quelques-unes de ces femmes en France ? Quand on a posé la question à Éric Zemmour, il a dit non, non catégoriquement. Et vous ? Si des personnes qui sont réellement menacées répondent aux critères de l'asile, alors elles répondent aux critères de l'asile. Mais on est favorable, nous, à ce que l'asile soit traité depuis les ambassades
des pays étrangers et non pas sur le sol, dans les pays voisins, dans les pays frontaliers, et non pas sur le sol français. Je pense que l'ONU, tout à fait, je pense que l'ONU doit mettre en place, et c'est le boulot des Nations Unies, que de mettre en place des camps de sécurité et de protection pour les réfugiés. Mais c'est non, parce que c'est un pays qui partage, qui a une culture islamique, et je ne leur en veux pas, c'est leur droit. Mais je ne souhaite pas que cette culture islamique, qui est contraire à tout ce que nous sommes, et qui est même contraire à l'image que nous nous faisons en France de la femme française libre, vienne importer ce mode de vie sur le territoire français. En Afghanistan, Gilles Séméoni, qui est le président du conseil exécutif de Corse, demande que les détenus condamnés pour l'assassinat du préfet Erignac puissent être détenus dans une prison corse. Ils en ont désormais le droit. Quel est votre avis, là ? Je n'ai pas d'avis particulier sur la question. On les laisse là en prison ou on les je pense qu'il... C'est le problème qui est aussi posé au gouvernement et dont on va entendre parler pendant la campagne. Je pense qu'il faut avoir des discussions sur ce sujet avec les représentants corses, mais n'oublions pas que les représentants corses sont des autonomistes, des régionalistes et des indépendantistes qui souhaitent que la Corse soit indépendante du territoire de la République. Donc évidemment qu'ils vont peser en ce sens. Le pass vaccinal commence demain. Vous avez prévu, Marine Le Pen, que si elle arrive au pouvoir, elle le supprime. Mais il est instauré le 24 janvier, il sera supprimé le 24 avril par Marine Le Pen. D'accord. Mais à ce moment-là, il n'y aura plus de pass vaccinal, il sera supprimé. Sauf s'il y a des variants tout fous qui viennent encore... le pire n'est jamais sûr, mais c'est une restriction, une atteinte aux libertés publiques qui n'est plus justifiée. Les médecins le disent d'ailleurs, c'est une mesure politique, c'est plus une mesure sanitaire, parce qu'on voit bien que le vaccin protège des formes graves, et c'est déjà très bien, mais qui n'empêche pas la circulation. Et je crains que rien n'empêche la circulation de l'épidémie. À moins d'enfermer les gens chez eux pendant 10 ans et de les mettre sous cloche, on n'arrivera pas à limiter concrètement, massivement la circulation de l'épidémie. Comme vous lisez tout, vous avez vu que le Conseil d'analyse... Moi, je ne lis pas tout, je n'ai pas cette prétention-là. Le Conseil d'analyse économique, pour lui, le pass sanitaire a eu un rôle salvateur, vous l'avez vu. Sans lui, des milliers de patients seraient dans les hôpitaux en réanimation et il y aurait 4000 morts. Refuser le pass sanitaire, c'est être complice de la mort de 4000. Non, mais c'est... Enfin, moi, j'écoute, je ne suis pas médecin, j'écoute ce que disent les médecins et j'entendais le docteur Kierzek, qu'on voit beaucoup sur les plateaux de télévision, qui est médecin à l'Hôpital Dieu, dire qu'il faut regarder cette étude dans le détail, que c'est un conseil économique et pas un conseil sanitaire qui s'appuie sur des arguments économiques. Moi, ce que je regarde, c'est que nous n'avons jamais eu autant de personnes contaminées en France que depuis que nous avons instauré en réalité le pass sanitaire. Donc je pense que son intérêt, ni pass vaccinal. Mais 90% des Français sont vaccinés. Donc nous y sommes opposés et voyez bien que le gouvernement cherche à maintenir une forme de peur autour de ce sujet-là. Quand il y a 15 jours, on fait paraître des décrets pour interdire aux gens de prendre un café debout dans un bar, pour 15 jours après le supprimer et expliquer que l'épidémie est derrière nous. Enfin, je veux dire, on a le sentiment qu'ils cherchent à rendre les gens fous et qu'ils le font sciemment et volontairement. Mais qu'est-ce qui fait priver de liberté ? Le confinement ou le vaccin ? Mais c'est pas le débat entre le confinement et le vaccin. Voyez bien qu'il va falloir... sévères ou pas ? Non, voyez bien qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Que depuis 2 ans, on n'est plus en mars 2020, on a du recul. On a la chance, entre guillemets, d'avoir une épidémie qui ne s'attaque avec virulence qu'à une partie de la société. On connaît les publics à risque. C'est cette chance qu'on ne connaissait pas il y a 2 ans. On sait que la médiane des décès, c'est 85 ans. Que les gens qui sont visés, 90% des gens qui sont allés en réa avaient plus de 65 ans. Donc on connaît les publics à risque. Donc il faut protéger les publics à risque, mais arrêter de faire peser sur toute la société des restrictions qui n'ont pas de sens. Pas de vaccination pour les enfants, par exemple. Je vais vous poser encore 2 questions. Ceux qui ont des comorbidités. Est-ce que vous avez entendu Valérie Pécresse parler de votre candidate ? Elle prétend que Marine Le Pen a déjà compris que Valérie Pécresse était la seule à pouvoir arriver au pouvoir et à battre Emmanuel Macron. Mais Valérie Pécresse, c'est Emmanuel Macron. Enfin, si vous arrivez à me trouver ne serait-ce que 5 différences, que 3 différences entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, alors je vous tire mon chapeau. Elle veut donner des leçons de macronisme. Elle est plus macroniste que Macron. Elle dit elle-même. Je ne suis. Le Pen a peur d'elle. Elle dit. Mais elle refuse le débat. Parce qu'elle est en train de... Eh bien, alors qu'elle accepte le débat. Marine Le Pen lui a proposé un débat. Donc vous proposez un débat. Mais je propose, enfin en tout cas je me fais l'avocat de Marine Le Pen, un débat à Valérie Pécresse pour qu'on puisse confronter les projets. Et les gens vont s'apercevoir que Valérie Pécresse, elle a été au pouvoir, qu'elle a été la ministre qui a supprimé 12 000 policiers et qu'elle est en tout point similaire à Emmanuel Macron. La question suivante, c'est qu'est-ce qui est pire pour vous qui irait à l'Élysée, Pécresse ou Macron ? Emmanuel Macron, puisqu'on se retrouvera au second tour face à Emmanuel Macron. Mais je dis juste que les Français ont une occasion historique de changer la politique qui est menée depuis 40 ans dans notre pays.
Ne laissez pas le gouvernement vous endormir. Voilà, ça fait maintenant 2 ans que le gouvernement enferme le débat sur le sanitaire. Et il y a eu une crise majeure, c'est normal. Mais je veux dire, il y a des millions de gens qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Il y a des millions de gens qui ne se sentent plus en sécurité dans notre pays. Il y a des millions de gens qui ont le cœur qui saigne en voyant leur pays disparaître. On va venir peut-être avec Jean-Pierre parler, comme je vous Mais avec grand plaisir, Jean-Pierre. Avec plaisir. Mais vous savez que d'habitude, on appelle rarement les journalistes par leur prénom. Et quand on les appelle par leur prénom, ils nous reprennent. J'avais assez d'entendre mon nom récité, répété. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous, merci beaucoup. Et on va maintenant recevoir Laurence de Villers, une grande scientifique et intellectuelle, parce qu'ici même, elle va lancer un manifeste avec 12 questions adressées aux candidats, à chaque candidat, sur le déploiement du numérique et de l'intelligence artificielle dont vous avez parlé. Et vous souhaitez que ce soit des thèmes dans la campagne, ça ? Moi, je me passionne pour l'intelligence artificielle et je pense que c'est l'un des grands enjeux à la fois économique et social du XXIe siècle. Bien, vous allez écouter avec moi, Laurence. Avec grand plaisir. Merci. Laurence de Villers, merci d'être avec nous. Je ne répète pas que vous êtes une grande scientifique et que vous venez régulièrement avec nous ici sur CNews dans l'émission Repère. L'intelligence artificielle, elle est partout. Ce qui me frappe, c'est, sans connaître techniquement, mais que ça progresse partout. Et ça imprègne toute la société. Oui, on en a partout et on en a déjà dans notre téléphone, dans la voiture. Et on aura de plus en plus à la maison avec ces agents conversationnels, les Alexa, Google, la montre connectée, tout ça. Dans tous ces objets, il y a de l'IA dans notre quotidien. Et puis il y en a aussi dans les entreprises, dans l'industrie. Ça arrive dans des sujets comme l'agriculture avec des sujets très intéressants parce qu'on peut en même temps regarder ce qui se passe au niveau climatique et essayer de mieux finalement doser ce qu'on utilise, moins de chimie, moins de pesticides. Donc c'est vraiment très intéressant sur plein de domaines. Et la santé aussi, oui. Où il y a beaucoup de choses. On a vu dans les radios qu'on arrivait à trouver des cancers. Alors comment ça marche ? J'aimerais juste poser le problème. Le numérique, donc c'est numérisation de nos vies, de toutes ces données accessibles. Et l'IA, c'est un mécanisme capable d'aller regarder dans des fulgurants nombres de données, des big data, d'aller chercher en fait des indices, des signaux faibles que nous ne voyons pas, que l'humain n'est pas capable. Y compris sur notre vie personnelle. Y compris sur notre vie personnelle. Vous allez assez loin, mais oui. On a donc à utiliser au mieux ces technologies pour augmenter en fait notre compréhension de tout un tas de sujets. Si je prends le médecin par exemple, c'est son expérience à lui, donc il a vu un certain nombre de patients. Et s'il utilise une base de données avec un ensemble plus large, mutualisé de données, eh bien, il va apprendre autre chose. C'est ça, le diagnostic sera meilleur. Voilà. Alors, vous dites l'importance. Je ne dirais pas comme tout à l'heure Jordan Bardella que l'écologie, c'est, comme il a dit, une diversion. Une diversion, je crois. Et peut-être le numérique. Mais il s'intéressait au numérique, à l'intelligence artificielle, apparemment comme moi, sans y connaître beaucoup. Mais enfin, moi, j'en vois l'importance. Vous dites 12 questions à chaque candidat à la présidentielle. Pourquoi ? Parce qu'il n'en parle pas encore ? Parce que je ne vois pas arriver ce sujet, qui est un énorme sujet, en fait. Un sujet de vision à long terme de ce qu'on souhaite faire dans la société. Ce n'est pas seulement un problème économique, ce n'est pas seulement un problème qui doit être lié au ministère de l'économie. C'est un problème sociétal, c'est un problème de culture, c'est un problème, en fait, qui va aller sur tous les niveaux, qui irradie la société. C'est une vague. J'ai appelé ce livre « Vague IA à l'Élysée ». C'est un manifeste où je veux poser des questions parce que j'entends pas de réponse, j'entends pas de débat et je pense que les citoyens ont besoin d'en parler. Alors on en cite quelques-unes. Que va devenir le travail face aux robots et quels sont les nouveaux métiers qui vont émerger, qui ont d'ailleurs commencé à émerger grâce ou à cause de l'intelligence artificielle ? Oui, alors il y a beaucoup de nouveaux métiers qui vont arriver. J'aimerais bien qu'on en parle. Des métiers où on va collecter des données, les annoter, on va travailler sur la vérification, sur l'éthique de ces systèmes. Et puis, il y aura aussi ce besoin d'être en fait à la fois en connaissance sur la santé, en connaissance sur ces outils d'IA pour bien arriver à les comprendre, et la biologie à les maîtriser. Et l'intelligence artificielle, j'en parlais avec Olivier Boggio, qui est un des patrons de Sanofi, et qui dit justement que ça va être la révolution totale. Ce sont des nouveaux métiers, dans la justice aussi, dans l'éducation. On aura besoin de comprendre ces objets, comment ils marchent. Dans l'environnement aussi. Comment bien les utiliser. Dans l'environnement, évidemment. Et c'est un vrai sujet, l'environnement, puisqu'en fait, il faut bien comprendre que grâce à cela, on peut analyser des données, avoir une vision par caméra, image satellite de déforestation, de problèmes climatiques, et donc arriver à mieux résoudre ces problèmes, à mieux les anticiper aussi, mais également... ces sujets, cette IA, ce numérique, consomment aussi de l'énergie, consomment des métaux précieux rares.
Et là, il y a une urgence Justement, à comprendre cet équilibre. Au moment où le prix de l'électricité monte, il y a une raréfaction de l'électricité dans le monde. Et enfin, ça, c'est un autre problème dont on a parlé, dont on ne cessera de parler, parce que l'énergie, comme ça, doit entrer dans le débat. C'est fondamental, en fait, de regarder ce problème de façon holistique, de façon complexe, avec justement ce que ça peut apporter pour nous, pour mieux gérer le climat, pour mieux gérer l'environnement, l'éducation, etc. Mais en même temps, avec le fait qu'il y a 4% d'émissions mondiales de gaz à effet de serre qui est lié au numérique. Et ça va peut-être doubler si on a eu cette prolifération d'objets autour de nous. Dans l'éducation ? Dans l'éducation, il est absolument nécessaire de travailler avec les enfants sur le long terme pour qu'on comprenne en fait qu'est-ce que c'est que l'information, qu'est-ce que sont ces nouveaux outils et ne pas en avoir peur, comprendre ce que c'est que le harcèlement, comprendre les fausses informations, les fake news. Il faut arriver à déceler cela, il faut apprendre en fait à le faire. Et c'est à l'école. Même les plus jeunes. Oui. Dès les plus jeunes classes. Un jour, nous avions parlé tous les deux du fait que nous regrettions, et surtout vous, qu'il n'y avait pas assez de jeunes femmes qui s'intéressaient aux mathématiques et au numérique, à l'intelligence artificielle. Là, il faut faire quelque chose pour elles. En fait, je crois qu'il faut convaincre les mamans que ce sont des sujets qui sont extrêmement intéressants pour le soin aussi des autres. C'est ce que j'essaie d'expliquer. En fait, c'est pas seulement un problème technologique, c'est un problème de culture, de compréhension fondamentale de la société. C'est là-dessus qu'il faut aller. C'est une vision à long terme. Et je pense que les femmes devraient aimer cela, et les jeunes filles aussi, s'engager dans ces voies. En plus, ce sont des voies où on a des bons salaires, on a à la fois des techniques intéressantes à comprendre, une philosophie derrière. Donc c'est vraiment très complet. Et j'appelle les mamans, moi, à dire à leurs jeunes filles, écoutez, c'est pour vous aussi. Oui, oui. Et les mots-clés de votre manifeste que j'ai lu, d'ailleurs il n'est pas très gros, mais il est efficace, prévoir, anticiper, vision et surtout de longue durée. Bien sûr. Oui. Et je pense que ça manque totalement. Si on veut un jour arriver justement à maintenir ce niveau d'énergie correct, de dépenses, il faut qu'on trouve les secteurs utiles. Oui. Les secteurs dans lesquels on va aller sur la santé, on va aller sur l'éducation, on va aller sur l'environnement, l'agriculture, des secteurs utiles. Mais please, s'il vous plaît, arrêtons de parler du métavers, arrêtons de parler de ces réseaux sociaux qui sont finalement des espèces de jeux sérieux, non, de jeux. Des environnements où on va dépenser notre attention, notre argent, à faire quoi ? Autre chose, c'est la question numéro 9 pour chaque candidat à l'Élysée, c'est la vision pour une souveraineté européenne et française. Et je me dis, est-ce que la France doit avoir en propre sa maîtrise souveraine des technologies dont vous parlez ? Est-ce que là, comme pour les migrants, comme pour l'énergie, il n'y a pas, je ne dis pas un marché unique, mais il y a l'Europe ? Si c'est une mondialisation, c'est un jeu mondial. Oui, plus que l'Europe. L'Europe est une force. Il faut qu'on soit souverain en Europe d'un certain nombre de plateformes. On a des grands chercheurs, on a des grandes idées, on a une façon de voir les choses qui est différente de l'Asie, de la Chine, et différente des États-Unis, où le transhumanisme est en train de monter énormément, où les GAFAM ont pignon sur rue. Transhumanisme c'est-à-dire augmenter l'humain avec la technologie. Si vous écoutez ce qui se passe en ce moment, Elon Musk nous propose à nouveau de tester avec des implants cérébraux, faire des tests sur des humains. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on va laisser des jeunes vulnérables, des handicapés, être les cobayes de demain ? Et même sur le plan international, vous posez la question, est-ce qu'il faut renforcer les lois récentes contre l'emploi des robots tueurs, ce qu'on appelle les SALA, c'est-à-dire le système d'armes létales autonomes. Est-ce qu'on peut le renforcer ? Il faut le renforcer, pourquoi ? Pour l'instant, on est tout à fait contre, en France, je crois. Très clairement, il a été dit qu'on n'ira pas sur ces robots tueurs, les SALA, qui sont ces enjeux. Maintenant, il est possible d'automatiser une certaine partie de la perception de ces machines, de leur manipulation, qui seraient plus autonomes sur certains aspects. Et je pense que c'est intéressant de comprendre cela. En tout cas, c'est intéressant de faire de la recherche dessus et de ne pas rester derrière. Il y a là un enjeu de quelque part d'une guerre froide autour de la puissance de frappe qu'on peut avoir. Même dans l'espace, les satellites tueurs, les robots tueurs, les missiles tueurs, alors, sont des menaces réelles ou virtuelles ? Non, ce sont des menaces réelles. Le virtuel est une certaine menace, mais il va dans le réel avec cela. Donc nous avons... J'ai noté parmi les questions, l'une d'elles, c'est par exemple si vos créations de l'intelligence artificielle ne fonctionnent pas bien, si elles s'opposent. Et vous donnez l'exemple
de deux robots qui provoquent un accident. Qui est responsable? Justement, il ne faut pas que ce soit le robot qui soit responsable. Et alors, c'est qui? Et donc, ce sont les concepteurs. Il y a une co-responsabilité sur laquelle on travaille. L'Europe va monter sur des préconisations et des lois là-dessus. C'est important que ce soit partagé entre le concepteur, l'utilisateur, celui qui l'a renseigné avec des données, mais c'est surtout pas le robot. Oui, mais pourquoi il faut le protéger? Parce que ça serait la fin. C'est celui qui l'a imaginé, conçu. Non, parce que le robot est un outil. C'est un outil certes non neutre, c'est-à-dire qu'il est nourri par des données que quelqu'un a mis en place. On a évalué le robot dans un certain cadre, mais il ne faut absolument pas que la machine devienne responsable de cela. Laurence, ce serait qui maîtrise ces développements? Qui va les maîtriser? Comment on fait? Il faut faire beaucoup plus de médiation sur ces sujets. Il faut absolument qu'en France, en Europe, à l'international, on monte sur une prise de conscience de tous ces sujets, que les jeunes à l'école soient formés, qu'on fasse de la médiation auprès des plus âgés aussi, de toutes les personnes qui pourraient être vulnérables, et le gouvernement à prendre en charge aussi cela. Vous ne pouvez pas entendre quelqu'un qui vous dirait un politique, j'ai d'autres chats, peut-être pas à fouetter, mais à chouchouter. Ce serait un manque total de responsabilité. Oui. Manque total. C'est-à-dire que c'est du ressort de la grande politique, avec des conséquences fortes pour les citoyens. De la vision pour la société. Il faut absolument qu'on anticipe ces vulnérabilités mentales qu'on aurait, ces manipulations de masse qu'on aurait face à ces systèmes. Et c'est à nous d'être responsables et c'est aux politiques d'aider pour que les plus vulnérables dans la société... Manifeste, Laurence de Villiers. Et des garanties. 12 questions. Mais évidemment, on en reparlera avec vous, Laurence de Villiers. Merci d'être venue. Merci beaucoup. À dimanche prochain pour une nouvelle émission de Repères à la même heure. Et d'ici là,